Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques notions de BCM et pour ma part je vais évoquer la réaction de Wolff-Kishner et de Wittig. Concernant la réaction de Wolff-Kishner, elle consiste à prendre un dérivé carbonylé ainsi qu'un hydrazine. Les deux vont réagir et ainsi donner un hydrazone. L'hydrazone, quant à lui, va être mis en présence d'une forte température ainsi que d'un milieu alcalin, à savoir NaOH, et donnera ainsi l'alkène correspondant au dérivé carbonylé de départ. Donc là, plus particulièrement, on va être amené à évoquer le mécanisme de cette réaction. Donc pour cela, on part d'un dérivé carbonylé qui est le pentane de On et de notre hydrazine. Donc tout d'abord, le but c'est de déterminer la polarité de la double liaison. Donc on sait que l'atome d'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc ce dernier va avoir tendance à attirer les électrons. Ensuite, d'autre part, on a l'hydrazine, donc l'hydrazine qui présente deux sites nucléophiles, de par leur doublet non liant présent au niveau de leur atome d'azote. Donc ce doublet non liant qui est riche en électrons va avoir une certaine affinité pour justement les sites chargés plus, donc c'est pour cela que ce doublet non liant va être amené à attaquer justement notre carbone chargé positivement. Donc là, on obtiendra ainsi un carbone pentavalent, sauf que ça ne respecte absolument pas les règles de la chimie, donc pour cela, on va avoir une délocalisation de la liaison pi au niveau de notre atome d'oxygène. Donc l'azote a ainsi partagé son doublet non liant de manière à venir créer une liaison entre l'atome de carbone et l'atome d'azote. Donc on aboutit ainsi, comme on le voit, à la réaction numéro 2, donc à un azote qui est déficitaire en électrons, d'où sa charge plus, ainsi qu'un oxygène, quant à lui, qui est excédentaire en électrons, d'où sa charge moins. Donc suite à cela, on va avoir la mise en place d'une déprotonation et d'une protonation. Donc en effet, le NH2 va être amené à perdre un proton, et ce proton va venir à son tour se fixer au niveau du O-, afin de rendre tout simplement la molécule plus stable. Donc finalement, on va venir aboutir à cette molécule, donc cette troisième molécule, et cette troisième molécule va être mise en présence d'éthanol et va subir une déshydratation, et donc va venir perdre une molécule H2O, une molécule d'eau, pour finalement aboutir à l'hydrazone. Donc là, si on fait une petite synthèse en premier lieu, on constate que ce qui a changé entre notre molécule de départ, notre dérivé carbonylé et notre hydrazone, c'est tout simplement le fait qu'on a enlevé cette double liaison O, qu'on a remplacée par notre molécule NH2. Donc ensuite, on va être amené à mettre notre molécule d'hydrazone en présence d'NaOH, et grâce à l'intermédiaire d'une température particulièrement élevée de thiéthinylglycone, on va venir aboutir à un pentane ainsi qu'un dégagement de diazote. Donc là, si on se réfère encore une fois à la molécule de départ qui était le pentane de On, on constate tout simplement que on partait au départ d'une molécule à 5 atomes de carbone, et que là on se retrouve désormais avec un alkane, encore une fois avec 5 atomes de carbone, mais on constate qu'il y a simplement une rupture entre la liaison C et la liaison N. Donc voilà pour la réaction de Wolff-Kishner. Donc maintenant nous allons évoquer la réaction de Wittig. Donc le principe de la réaction de Wittig, c'est de venir transformer un dérivé carbonylé en alcène. Pour cela on va utiliser un réactif particulier, le triphénylphosphine, et cette réaction se fera notamment dans un milieu alcalin. Donc la première étape, c'est la formation de l'hydrure de phosphore. Donc pour cela on va venir partir de notre molécule de triphénylphosphine ainsi qu'avec du bromométhane. Donc la première étape, c'est de déterminer la polarité de notre molécule H3CBr. Donc on constate que le brom est plus électronégatif que le carbone, donc le brom va avoir tendance à attirer les électrons vers lui. Notre triphénylphosphine, quant à lui, possède un doublet non liant de par son atome de phosphore. Donc ce doublet non liant, qui a une forte affinité pour, comme on l'a vu précédemment, pour les charges positives, va venir attaquer notre carbone. Et ainsi, une liaison va venir s'établir entre notre phosphore et notre atome de carbone. Cependant, là encore une fois, on va obtenir un carbone pentavalent, ce qui n'est pas possible, d'où la délocalisation de notre liaison au niveau du Br. Donc finalement, on va venir aboutir à un bromure de méthyltriphénylphosphonium. Donc en effet, on a vu que le phosphore avait partagé son doublet libre non liant de manière à établir une liaison entre le phosphore et le CH3. Donc finalement, on va aboutir à un atome de phosphore qui est déficitaire en électrons, et aussi à la libération du brom, quant à lui, qui va venir récupérer un doublet non liant.
Donc suite à cette molécule, finalement, on va venir obtenir cette troisième molécule qui va être soumise au milieu alcalin et ainsi le OH- va venir arracher notre proton afin de former une double liaison entre l'atome de phosphore et l'atome de CH2, comme on peut l'apercevoir sur cette quatrième molécule. Et finalement, cette quatrième molécule va pouvoir, par délocalisation, entraîner la formation d'hydrure de phosphore, à savoir que cette hydrure de phosphore est un composé bionique dans lequel le carbone est chargé négativement. Donc ces deux molécules entrecrochées, on parle aussi de forme de limite de résonance, à savoir que ces deux structures sont identiques l'une par rapport à l'autre. Donc ensuite, c'est la deuxième étape de la molécule, donc on va venir utiliser notre hydrure de phosphore qu'on vient de former au cours de la réaction précédente et qu'on va mettre en lien avec notre dérivé carbonylé, le propane 2. Donc là, on va déterminer encore une fois la polarité de notre molécule. Donc on constate que l'atome d'oxygène, il est plus électronégatif, donc il va avoir tendance à attirer les électrons. Donc c'est l'atome de phosphore qui va venir attaquer cet atome d'oxygène, et à côté de ça, on a notre CH2- quant à lui qui va venir attaquer notre carbone chargé positivement. Ainsi, finalement, on va venir aboutir à un composé tétraatomique, et à savoir que ce composé tétraatomique va venir se réarranger afin de nous donner deux molécules, à savoir notre alcène ainsi que notre oxyde de triphénylphosphane. Donc là, on peut constater que par rapport à notre molécule de départ, on se retrouve avec un alcène avec un atome de carbone supplémentaire par rapport à notre propane 2. Donc dans cette partie, on va se pencher sur la réaction de déshydrohalogénation. On va aborder les notions de régiosélectivité, stéréospécificité et stéréosélectivité. Donc dans un premier temps, on va regarder les définitions. Donc une réaction régiosélective, c'est lorsque parmi deux régions ou positions possibles d'une même molécule, l'attaque est réalisée majoritairement sur une seule. Par exemple, avec la règle de Zaïtev, on a une élimination de HX à partir d'un halogénoalcane en présence d'une base forte. Et on obtient un alcène, et parmi les alcènes, le plus substitué sera majoritaire. Ensuite, pour la réaction de stéréosélectivité, c'est une réaction qui aboutit à la formation prédominante, voire exclusive, d'un stéréoisomère parmi tous les stéréoisomères possibles. Donc en gros, on préfère un stéréoisomère. Et la stéréospécificité, c'est une réaction lors de laquelle un stéréoisomère bien défini est converti à un autre stéréoisomère unique. Donc en gros, ça va se jouer avec une élimination en entier et des isoméries ZE. Donc tout d'abord, la régiosélectivité, on parle de cette molécule qui est le 2-bromo-4-méthylpentane. Et donc dans cette molécule, on a deux carbones en alpha, celui-ci et celui-là. Donc en fait, on va avoir deux chemins possibles. Soit la base forte attaque donc le premier chemin, on va avoir le chemin rouge. Donc il attaque ce carbone en alpha, donc il vient arracher le H. Donc cette liaison devient une double liaison et le brome peut partir. Donc on obtient cette molécule. Ensuite, si la base forte attaque ce carbone en alpha, il va venir arracher ce H et cette liaison va devenir une double liaison et le brome va partir et on obtiendra cette molécule. Donc pour le chemin rouge, on a le 4-méthylpène-2-N et on voit que c'est un alcène disubstitué. Et pour le chemin vert, on va avoir le 4-méthylpène-1N et c'est un alcène monosubstitué. Donc pour savoir lequel des deux est préféré, c'est toujours l'alcène le plus substitué, donc celui-ci, le chemin rouge, car il est plus stable. Donc ensuite, concernant la stéréosélectivité, donc on garde le même chemin. Donc comme on sait que c'est le rouge qui est le plus stable, on va garder que celui-là, puisque celui-là, si on fait une réaction de stéréosélectivité, c'est pas possible, puisque là il y a deux H. Donc on ne pourra pas savoir s'ils sont trans ou cis ou Z ou E. Donc du coup on a notre 4-méthylpène-2-N et on peut l'écrire soit de cette manière, soit de cette manière. Et donc celui-ci est trans et celui-ci est cis, puisque là on a les deux H de part et d'autre et là on a les deux H à côté.
Et bien sûr, on préfère l'isomérie trans car il est plus stable. Donc si on récapitule, là, dans la première partie de la réaction, on a une régiosélectivité, donc on préfère une région, on préfère attaquer sur ce carbone alpha. Et ensuite, la stéréospécificité, c'est qu'on préfère l'isomère trans, car il est plus stable. Hop. Ensuite, pour la stéréospécificité, en fait, on part d'un composé avec une stéréoisomérie définie pour arriver à un composé unique. Donc là, la base attaque en anti. Donc c'est comme tout à l'heure, il va arracher le H. Le H partie va rabaisser son doublet et faire une double liaison. Et le brom va partir. Donc ensuite, pour savoir quel composé on met autour de la double liaison, on voit que le C2H5 et le CH3 sont en avant du plan, donc on va les mettre du même côté. Et on voit que le H et le C2H5 sont en arrière du plan, donc on va les mettre du même côté aussi. Donc à retenir, il faut retenir que quand on a un composé RR ou SS, on va avoir à la fin un composé unique E. Donc là, c'est bien notre cas. On avait une molécule avec une configuration RR, et là, on obtient bien une isomérie E. Par contre, quand on a un composé avec une configuration RS ou SR, on obtient un composé unique Z. On va continuer avec la déshydratation intramoléculaire. On va commencer par des généralités. Donc c'est une réaction d'élimination puisqu'on élimine une molécule d'eau. Elle se déroule en milieu acide. On a besoin de chaleur. Il faut connaître la classe de l'alcool. Quand on aura un alcool secondaire ou tertiaire, on aura une E1. Et quand on aura un alcool primaire, on aura une E2. On va former un oxonium parce que le groupement OH c'est un mauvais groupement partant, donc on va le transformer en bon groupement partant. La réaction est régiosélective, elle suit la règle de Zaïtsev, donc on aura l'alcène le plus substitué majoritairement. Elle est stéréosélective, donc on aura l'alcène trans majoritaire sur l'alcène 6 parce qu'il est plus stable. Aussi, la classe de l'alcool nous permet de connaître la température de la réaction. Pour les alcools secondaires et tertiaires, on aura une E1 qui va se dérouler en 2 étapes. Pour commencer, le doublet de l'oxygène va capter un proton qui se trouve dans le milieu. On va former un oxonium qu'on voit là. Ensuite, l'oxygène va capter le doublet d'électrons et on va avoir libération d'eau et formation du carbocation. Ça, c'est l'étape lente, donc protonation du groupement hydroxyle et formation du carbocation. Ensuite, on a l'étape rapide, c'est la perte du proton en alpha. Alors, comment ça se passe ? Le doublet d'électrons va capter un proton sur un carbone en alpha du carbone porteur de l'hydroxyle, donc celui-ci qui portait l'hydroxyle. Ensuite, il y a déplacement des électrons pour former la double liaison. On obtient donc un alcène et on a régénéré H2SO4. Pour les alcools primaires, on va avoir une E2, du coup en une étape et pas de formation de carbocation intermédiaire parce qu'il est trop instable. Ici aussi, le doublet d'électrons de l'oxygène va capter un proton qui se trouve dans le milieu. On va alors former un oxonium. Et ensuite, un doublet de l'oxygène chargé négativement de HSO4- va capter un proton sur un carbone en alpha du carbone porteur de l'oxonium. Il y a alors déplacement des électrons et formation de la double liaison. Puis ce carbone-là ne pouvant pas être pentavalent, il va délocaliser les électrons sur la molécule d'eau. On a donc formation, élimination de la molécule d'eau, formation d'un alcène et régénération de H2SO4. On a bien une élimination simultanée du proton en alpha et de l'eau.
Alors si on résume, pour les alcools primaires, on a une E2 et pour les alcools secondaires et tertiaires, on a une E1. Pour les alcools primaires, on n'a pas de carbocation intermédiaire parce qu'il est trop instable, alors que pour les alcools secondaires et tertiaires, on passe par un carbocation intermédiaire. La température pour les alcools primaires, c'est 170 degrés. Pour les alcools secondaires, c'est 130 à 140 degrés. Et pour les alcools tertiaires, c'est 50 degrés. Maintenant, on va aborder deux notions à propos des alcynes. Dans un premier cas, on verra l'alkylation d'un alcyne vrai et ensuite on verra l'hydrogénation chimique d'un alcyne. Le but étant de voir la différence lorsque l'on met un alcyne en présence soit de NaNH2, soit de NaNH3, parce que les produits finaux seront différents. Donc, dans un premier cas, lorsque l'on met un alcyne vrai en présence de NaNH2, on obtiendra en intermédiaire de synthèse un alcynure et en produit final un alcyne interne. Le fait qu'on commence par un alcyne vrai, c'est super important parce que si c'était un alcyne interne, la réaction ne se ferait pas. Pour l'hydrogénation chimique, on prend un alcyne. Le fait que ce soit un alcyne vrai ou un alcyne interne, il n'y a pas d'importance. Il y aura juste une petite différence au niveau du produit final qu'on abordera pendant la vidéo. Donc on est en présence de NaNH3 et on obtient un alcène. Pour l'alkylation d'un alcyne vrai, on a notre alcyne. Vous savez que pour un alcyne vrai, cette liaison elle se rompt facilement parce que le H il est assez mobile. Et ici pour NaNH2, si on décompose, ça fait Na plus NH2-, qui fait que le NH2- a un surplus d'électrons, il va vouloir former une liaison. Le H étant très mobile, il va alors former une petite liaison avec le H. Cette liaison va donc se doubler non liant, donc il va se retrouver sur le carbone. Le carbone sera donc chargé négativement, le Na chargé positivement et NH3 aura retrouvé tous ces électrons correctement. Donc ici on a un alcynure. Cet alcynure, on va le mettre en présence d'un dérivé halogéné, donc R'(X), R' étant une chaîne carbonée quelconque, et X étant un halogène. Un halogène, c'est toujours électronégatif, donc notre atome électronégatif va vouloir former une liaison. Il va donc former cette liaison avec le Na+. L'alcynure, ce carbone, va former une liaison avec le R', et on aura donc bien notre alcyne interne, le NH3 qu'on avait déjà ici, et du NaX. Ce qui fait qu'on partait bien d'un alcyne vrai pour arriver en intermédiaire de synthèse à un alcynure et pour finir par un alcyne interne. Maintenant, l'hydrogénation chimique d'un alcyne, on va déjà voir le cas pour un alcyne interne, donc notre alcyne interne, en présence de NaNH3, et là on obtient un alcène trans parce que les hydrogènes du NH3 vont attaquer en anti sur les carbones. Donc on aura bien un groupement majoritaire ici, un groupement majoritaire ici, ils sont bien trans. Et dans le cas d'un alcyne vrai maintenant, c'est un petit peu différent. On obtient toujours un alcène, mais cette fois-ci, il n'y a pas d'isomérie parce que ici on avait notre H, donc qui se retrouverait là, vu qu'ils attaquent en anti, sauf qu'on ne peut pas décider quel H est plus fort que les autres. Donc, il n'y a pas d'isomérie. Voilà, c'était ça la petite différence, à pas se tromper. Voilà, donc maintenant je vous laisse avec une prochaine notion. Dans cette partie du Netflix, on va aborder la différence entre Markovnikov et Karach dans le cadre de réactions d'addition de Br ou de Cl sur des molécules d'alcène, sur des alcènes qui va donner des dérivés halogénés. Première réaction que l'on étudie, l'addition électrophile d'halogénures d'hydrogène qui suit la règle de Markovnikov. Donc les principales caractéristiques de cette réaction, donc ce sont des réactions qui se déroulent sur des alcènes qui ne possèdent que des C et des H. Donc on a addition de HX
donc soit HBr, HCl ou HI, avec H+ qui sera l'électrophile et H- qui sera le nucléophile. C'est un mécanisme qui se déroulera selon 2 étapes. Premièrement, attaque de l'électrophile, puis attaque du nucléophile. Avec fixation du proton sur le carbone le moins substitué et fixation du nucléophile sur le plus substitué. Petit moyen mnémotechnique pour se souvenir de la règle de Markovnikov, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent. Ce qui fait que X- se fixera sur le carbone le plus substitué, H+ sur le carbone le moins substitué. Petit exemple pour illustrer tout ça. Donc H+, notre électrophile, va venir attaquer le carbone le moins substitué de cette molécule de 2-méthylbute de N. 2-méthylbute-de-N. Donc, cette attaque du H+ va entraîner un report de la charge plus de notre électrophile sur le carbone le plus substitué. Et donc, on va se retrouver avec une molécule avec un carbone polarisé positivement et un Br-. Ce Br- va venir attaquer donc le carbone le plus substitué avec qui a sa charge plus, et on obtiendra au final une molécule de 2-bromo, 2-méthylbutane avec le Br qui se sera bien fixé sur le carbone le plus substitué et le H sur le carbone le moins substitué. Donc on poursuit avec l'addition radicalaire d'hydracide qui obéit à l'effet Karash. Donc quelles sont les principales caractéristiques? Donc tout d'abord, ce sont des réactions qui s'effectuent sur des alcènes. À la différence de Markovnikov, ici ce sera en présence d'UV ou de peroxyde. Donc si vous avez UV, peroxyde ou même une température au-dessus de votre flèche de réaction en QCM, eh bien vous pouvez vous dire déjà c'est un élément qui vous conduit vers l'idée que vous aurez une addition radicalaire avec un effet Karash. Ensuite, donc on a addition de HX comme pour Markovnikov. Un mécanisme cette fois-ci qui se déroulera en 3 étapes avec initiation, propagation et terminaison. L'électrophile ici se fixera sur le carbone de la double liaison qui sera le plus substitué, le nucléophile quant à lui sur le moins substitué. Donc à la différence de Markovnikov, pour faire un peu une analogie, on aura un équilibre des richesses. Donc petit exemple d'addition radicalaire donc sur cette réaction suivante. Donc pour la première étape donc d'initiation, on a HBr qui va être scindé en deux, le H va récupérer son électron qui est engagé dans la liaison et le Br également par une réaction photochimique, donc en présence d'UV, et on obtiendra Br' et H'. Ensuite, pour la deuxième et troisième étape, donc on va avoir notre Br' qui va venir attaquer le carbone le moins substitué, ce carbone aura récupéré un des électrons qui est engagé dans cette double liaison avec le C, ce qui va permettre de créer donc cette nouvelle liaison entre C et Br. Hop. Donc dans le même temps, l'autre carbone qui est engagé dans la double liaison aura aussi récupéré son électron, un de ses électrons, et donc notre H' qui était restant dans le milieu réactionnel pourra venir se fixer sur ce carbone le plus substitué pour former donc une nouvelle liaison et ainsi obtenir notre molécule finale de 1-bromopropane. Et on constate bien qu'à la fin de cette réaction, on a addition de notre électrophile sur le carbone le plus substitué et addition du nucléophile sur le carbone le moins substitué. Donc pour résumer, moi je vous conseille de reprendre la fiche qui a été faite par l'équipe du E1 au premier semestre pour en QCM avoir cet arbre décisionnel un peu dans la tête et bien faire la différence entre Karash et Markovnikov. Donc premièrement, dans le cadre d'une addition d'un halogène sur un alcène, on va d'abord regarder la flèche de réaction. Si sur cette flèche on a des UV ou peroxyde ou une température, alors on va se diriger
plutôt vers une addition radicalaire, donc qui obéira à l'effet Karash avec 3 étapes, initiation, propagation, terminaison, un équilibre des richesses entre nucléophile qui se fixera sur le carbone le moins substitué et électrophile sur le carbone le plus substitué. Si on n'a pas un de ces 3 éléments sur la flèche, alors on va être face à une addition électrophile qui soit obéira à la règle de Markovnikov, soit aux effets électroniques si on a des hétéroatomes. Donc ça obéira à la règle de Markovnikov uniquement si on a des C et des H. Donc on aura une réaction qui se déroulera suivant 2 étapes avec un déséquilibre des richesses qui sera instauré, le nucléophile qui se fixera sur le carbone le plus substitué, et l'électrophile qui se fixera sur le carbone le moins substitué. Voilà, c'est tout pour les réactions sur des alcènes. Donc là, on va passer aux réactions d'oxydation dans le cas des alcènes. Donc ici, on va commencer par la dihydroxylation vicinale. On part d'un alcène pour arriver à un diol. Donc, on a notre alcène qui est le 3,4-diméthylpente de N. Donc, pour faire un petit point sur la nomenclature, là c'est le premier carbone, deuxième, troisième, quatrième, cinquième par exemple. Donc là, on a bien une chaîne de 5 carbones, donc pente. Ici, 2, 3, il y a la double liaison, donc 2N. Et 3, 4, les méthyles en position 3 et 4, donc 3,4-diméthyl, pente de N. Donc on a bien notre alcène. Ensuite, la dihydroxylation vicinale va se faire en milieu avec du permanganate de potassium qui va être dilué à froid. Donc les conditions sont super importantes pour différencier les 2 réactions qu'on va voir. Donc dans cette réaction-là, on va avoir une séparation donc, de la double liaison avec attaque d'un groupement hydroxyle ici et d'un groupement hydroxyle ici. Donc on va obtenir ce mélange de composés, donc avec un groupement OH ici, groupement OH ici. Donc pour reprendre la nomenclature, on a bien le premier carbone, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, donc ça c'est le groupement isopropyl ici. Donc groupement OH sur le deuxième carbone, groupement OH sur le troisième carbone, on a bien du 2,3 diol. Ensuite, rien ne change, rien ne bouge, on a bien le 3 et 4 diméthyl pente, du coup, puisqu'on a toujours 5 carbones, une chaîne de 5 carbones, de 3 diols. Voilà pour la hydroxylation vicinale. Ensuite, pour passer à l'oxydation poussée, on va donc toujours partir d'un alcène pour obtenir soit une cétone, soit un acide. On va voir le milieu. Donc pour ça, en commençant par un composé qui va être tétrasubstitué. Pour ça, on voit bien qu'on a un alcène, toujours en double liaison. Ici, groupement 1, groupement 2, groupement 3 et groupement 4. Donc bien tétra, donc 4 substitutions. Là, on va être dans un milieu avec du permanganate toujours de potassium, concentré par contre avec du H2SO4. Et là, ce petit triangle, ça veut dire qu'il va avoir de la chaleur, donc de la température. Il ne va pas du tout être dilué à froid comme la dihydroxylation vicinale. Donc ce qui va se produire, c'est qu'on va avoir une coupure de la double liaison. Et pour ça, en fait, on va avoir un mélange ici d'une cétone. Ça veut dire que là, le carbone va faire réaction, donc liaison avec un O, et ce carbone va aussi faire réaction avec un O pour rattraper son nombre de liaisons. Donc on aura bien, alors CO, CH3, CH3, donc une cétone, CO avec 2 groupements, et là, pareil, ce côté-là, une cétone aussi. Donc ça, c'est quand c'est un composé qui va être tétrasubstitué. Si le composé est trisubstitué, ça veut dire que groupement 1, groupement 2, groupement 3, mais ici, le groupement 4, c'est juste un hydrogène, c'est pas forcément un groupement de substitution. Donc pour ça, même condition. Pour ce côté-là, ici, rien va changer. On va toujours rester dans le CH3C, double liaison O, du coup, CH3, donc une cétone. Mais ici, on va avoir un hydrogène et un CCHCO, ça va être un aldéhyde. Sauf que c'est une oxydation poussée, donc on ne s'arrête pas au stade aldéhyde. Là, il peut se passer quelque chose avec le H. Ce qui va se passer, c'est que dans ces conditions-là, dans ce milieu, on va avoir un hydrogène qui va se transformer en un groupement hydroxyle.
Mais un groupement qui est COOH, ça vous fait peut-être penser à quelque chose qui est un groupement carboxyle, donc ça va former un acide carboxylique. Donc on peut avoir une cétone et un acide. Donc voilà pour cette oxydation poussée. Ensuite, on va faire un petit rappel du mécanisme d'ozonolyse. Donc l'ozonolyse, ça va être un alcène. Pareil, avec des groupements 1, 2, 3 et 4, avec des conditions particulières. Là, on va avoir un ajout de O3, d'H2O, d'H+, et à moins 78 degrés. Donc c'est vraiment des conditions, on va dire, particulières qu'on va reconnaître. Donc ce qui va se passer, c'est que à partir de notre alcène, en premier, on va avoir addition d'O3, donc de 3 oxygènes, sur notre CC. Donc là, on voit bien nos 3 O. Et là, on va former un composé qui s'appelle l'ozonide. Ensuite, cette ozonide va être hydrolysée. Et en étant hydrolysée, du coup, c'est comme, imaginez-vous, genre un trait imaginaire qui coupe en deux. Et donc là, on va bien se retrouver avec un C double liaison O. Et là, pareil, à l'inverse, C double liaison O. Pour obtenir des dérivés carbonylés. Donc, là, ce qui va se passer, on va avoir deux possibilités. Une hydrolyse de l'ozonide en milieu non réducteur et acide, et après on verra en milieu réducteur. Donc tout d'abord, en milieu non réducteur, ça veut dire qu'on va avoir donc, notre ozonide qu'on a vu tout à l'heure. Ici, il va se passer, comme je vous ai dit, le trait imaginaire, il va y avoir une coupure. Donc c'est comme si, moi j'imaginais la molécule, elle se coupe en deux comme ça, elle s'écarte. Du coup, là on va avoir le C relié à ces deux groupements, CH3, CH3 qui sont ici, avec une double liaison O, et pareil de l'autre côté, C double liaison O, et là on regarde bien avec quoi elle est substituée, donc là avec un CH3 et avec un H. Donc là, un aldéhyde. Sachant que le milieu n'est pas réduit, comme on a vu précédemment, la réaction va continuer, donc elle ne va pas s'arrêter au stade aldéhyde, elle va continuer, le H, il va aller se transformer en groupement hydroxyle et on aura bien un acide carboxylique. Par contre, quand on est en milieu réducteur, donc toujours acide, on va avoir donc dans le milieu des réactifs qui vont être différents. Ça veut dire qu'on va avoir du zinc ou de l'acide acétique CH3COH en plus. Ça va être quelque chose qui va être réducteur, on va voir après. Donc, comme on a vu précédemment, même principe. On a la coupure, C double liaison O, on regarde bien les substitutions du carbone. Là, on a bien CH3CH3, c'est une cétone. Pareil, là, on a bien un aldéhyde, HCH3. Sauf que, ici, on est en milieu réducteur. Ça veut dire que le zinc et l'acide acétique vont stopper la réaction. Ça veut dire qu'on stoppe au stade aldéhyde et c'est tout. On va donc empêcher la réaction du H de se transformer en OH et donc de devenir acide. Donc là, on aura bien une cétone et un aldéhyde. Donc voilà, j'espère que ça a été clair et n'hésitez pas à poser vos questions. Maintenant, on va s'intéresser aux propriétés chimiques des dérivés halogénés pour savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser entre SN1, SN2, E1 et E2. Donc on va commencer par les réactions de substitution nucléophiles. Donc tout d'abord, un nucléophile, il peut être chargé négativement avec un U-. Dans ce cas-là, on va obtenir une entité qui est neutre et une entité qui est chargée négativement. Et dans le cas d'un nucléophile qui est neutre ou porteur d'un doublet électronique, on va obtenir une entité qui est chargée positivement et une entité qui est chargée négativement. Mais on va avoir une perte du proton, du coup à la fin on a une entité neutre et une entité négative, enfin chargée négativement. Donc tout d'abord, les SN1, il faut savoir qu'elles sont monomoléculaires et avec deux étapes, donc formation du carbocation et une attaque nucléophile. Donc tout d'abord, votre carbocation intermédiaire va être formé et ensuite le nucléophile peut attaquer des deux côtés du plein achiral. Et du coup, vous allez obtenir un mélange racémique, c'est-à-dire avec deux molécules qui sont différentes parce que le NE est attaqué des deux côtés. Et cela, ça s'appelle la racémisation. Ensuite, il y a des facteurs influençants à connaître. Pour la SN1, la nature du dérivé halogéné, il peut être soit tertiaire,
soit secondaire, mais il ne peut pas être primaire. Et aussi après, c'est favorisé par un solvant qui va être protique. En fait, le but d'un solvant protique, c'est que vous avez un atome H qui est lié à un atome électronégatif. Et en fait, le H, il va solvater l'anion du dérivé halogéné de départ. Et du coup, après, vous aurez la libération du carbocation plus facilement. Du coup, la SN1, elle est favorisée. Ensuite, maintenant, on va parler des SN2. Donc, elles sont bimoléculaires, avec une seule étape, un mécanisme concerté et un état de transition. Et dans les SN2, il n'y a pas de carbocation. En fait, à partir du dérivé halogéné de départ, le nucléophile il va attaquer du côté opposé au groupement partant. Donc là, vous voyez que le NU- il attaque du côté opposé du X. Du coup, après, vous allez avoir un état de transition avec deux liaisons, donc une au NU et une au X, qui ne sont pas complètement rompues. Et la charge moins, elle est partagée entre les deux. Ensuite, vous allez avoir une rupture de la liaison avec le X. Du coup, on obtient un seul composé. Et du coup, on peut dire que la réaction, elle est stéréospécifique. Et on appelle ça une inversion de Walden, puisqu'on attaque du côté opposé. Ensuite, au niveau des facteurs influençants, donc là aussi, il y a la nature du substrat. Ça marche très bien avec des dérivés halogénés classiques, des dérivés halogénés primaires, des dérivés halogénés secondaires, mais si le dérivé halogéné primaire il a un encombrement stérique trop fort, comme je vous ai mis sur la photo ici, et bien ça va pas marcher. Et ça marche pas non plus avec les dérivés halogénés tertiaires. Et dans le cas des SN2, la réaction est favorisée grâce aux solvants aprotiques. Par exemple, il y a le DMSO, acétone, acétonitrile et le DMF. Ensuite, au niveau des réactions d'élimination, donc E1 et E2, les deux c'est des déshydrohalogénations. La E1, elle est minime avec les dérivés halogénés. Elle est aussi monomoléculaire. Il y a deux étapes, formation du carbocation plus formation de l'alcène. Elle est régiosélective, stéréosélective et non stéréospécifique, contrairement à la E2. On peut avoir des compétitions avec la SN1. Et ça s'applique sur les dérivés halogénés secondaires et tertiaires. Au niveau des E2, elle est bimoléculaire. Il n'y a qu'une seule étape, donc élimination en anti de H et de X avec un état de transition, comme la SN2. Elle est régiosélective, stéréosélective et stéréospécifique. Et c'est possible qu'il y ait une compétition avec une SN2. Et ça s'applique aux dérivés halogénés tertiaires, secondaires et primaires. Donc maintenant, on peut voir les facteurs influençants pour la E1. Ça va s'appliquer grâce au solvant protique et si le dérivé halogéné est secondaire ou tertiaire. Pour la E2, c'est favorisé grâce à une base forte, par exemple l'hydroxyde de soude. C'est favorisé grâce à un solvant aprotique, un bon groupement partant, donc I-Br-, Cl- et F-. Et si la molécule a un bon encombrement stérique. Donc voilà. Ensuite, du coup, j'ai récapitulé tout ça dans un tableau. Donc premièrement, on s'intéresse aux dérivés halogénés primaires. Si vous avez un mauvais nucléophile, il n'y a pas de réaction. Si le nucléophile est peu ou pas basique, c'est forcément une SN2. Et si le nucléophile est très basique et que vous avez les substrats qui sont écrits juste en dessous, il y a compétition avec une SN2 et une E2. Donc si le substrat est non encombré et la base forte est non encombrée, c'est forcément une SN2. Par exemple, là vous avez comme réactif l'alcoolate, et bien là il est non encombré, donc c'est forcément une SN2. Et votre substrat n'est pas encombré non plus. Ensuite, si vous avez un substrat encombré et une base forte non encombrée, là par contre c'est une E2. Et si le substrat est non encombré et la base forte est encombrée, là c'est aussi une E2. Ensuite, maintenant, on va parler des dérivés halogénés secondaires. Donc là, vous avez compétition entre E1, SN1, SN2, E2. Si le nucléophile est un mauvais nucléophile, vous avez les SN1 qui sont majoritaires avec les solvants protiques et la E1 qui est minoritaire. Ensuite, pour les nucléophiles peu ou pas basiques,
vous avez compétition entre SN1 et SN2. Si le solvant est protique, c'est une SN1 et s'il est aprotique, c'est SN2. Ensuite, si le nucléophile est très basique, les E2 sont souvent majoritaires, mais c'est possible qu'il y ait une SN2. Donc tout est récapitulé là. Voilà, SN2 prédomine si bon nucléophile et solvant aprotique. E2 si c'est une base forte. SN1, SN2 si le réactif est nucléophile, le solvant est protique. Mais il faut savoir que les E1 sont des réactions qui sont minimes. Ensuite, quand vous avez un dérivé halogéné tertiaire, vous avez compétition entre SN1 et E1 si c'est un mauvais nucléophile ou peu ou pas basique. SN1 et E1 si le solvant est protique et la base elle est diluée, mais les E1 sont encore une fois minoritaires. Et si vous avez un nucléophile très basique, par contre là il n'y a pas de doute, c'est une E2. Donc voilà, c'est encore récapitulé là. E2 c'est que si c'est un réactif basique qui est concentré. Et SN1, SN2 pareil en compétition. Si vous avez un nucléophile qui est bon ou pas trop, et si vous avez un solvant protique. Mais encore une fois, E1 est minoritaire. Du coup, on va continuer avec les propriétés chimiques des organomagnésiens et l'addition sur un groupe COO. Donc cette addition est une addition nucléophile qui se produit en 2 étapes. Donc on va voir la première étape, c'est l'attaque nucléophile avec formation de l'alcoolate magnésien mixte. Donc on part d'un organomagnésian qui s'additionne sur un dérivé carbonylé. Donc le Mg il est delta+, et il rend le R électronégatif. Donc ce R qui est électronégatif va aller attaquer le C delta+ du dérivé carbonylé. Mais le carbone du dérivé carbonylé ne peut pas être pentavalent. Hop, donc le doublet électronique va se rabattre sur le O, et le O va devenir négatif, et va donc aller s'additionner sur le MgX+, pour donner OMgX. À la fin de cette étape, on a donc créé l'alcoolate magnésien mixte. Mais c'est pas ce qu'on veut. Du coup, on va aller faire une deuxième étape avec une hydrolyse de l'alcoolate. Donc on fait réagir l'alcoolate en milieu aqueux, donc plus H2O, et en milieu acide surtout. Donc le H+ provient de H2SO4, qui est l'acide sulfurique. Et à la fin de l'hydrolyse, on va obtenir un alcool plus un petit reste, donc HOMgX, qui va se décomposer en 1,5 de MgX2 plus 1,5 de MgOH2. Attention, à cette étape, on peut utiliser une molécule d'eau. C'est dû au fait qu'on travaille sur un alcoolate magnésien mixte et non plus sur un organomagnésien qui se travaille en milieu anhydre. Donc pour réaliser cette réaction, on peut partir de différents composés de départ. Donc on peut partir par exemple du méthanal. Donc j'ai pris un organomagnésien le plus simple possible, plus le méthanal. Donc le CH3 va aller attaquer le C delta+ du méthanal, et le doublet va se rabattre sur le O. On va donc avoir formation de l'alcoolate magnésien mixte, et après hydrolyse, on obtient un alcool primaire plus HOMgBr. On peut partir aussi d'un aldéhyde autre que le méthanal. Donc cette fois j'ai pris l'éthanal. Donc le CH3 va attaquer le C delta+ de l'éthanal. Le doublet électronique se rabat sur le O et on obtient un alcool secondaire après hydrolyse de l'alcoolate magnésien mixte, plus encore une fois HOMgBr. On peut partir d'une cétone, donc ici j'ai pris la propanone, le CH3 réagit avec le C delta+, le doublet se rabat sur le O. Je pense que vous avez compris, c'est vraiment tout le temps le même mécanisme. On a formation de l'alcoolate magnésien mixte que l'on hydrolyse en milieu acide et on obtient un alcool tertiaire plus HOMgBr. Enfin, avec les dérivés carbonylés, le dernier c'est qu'on peut partir d'un anhydride carbonique ou donc du dioxyde de carbone ici. Donc le CH3 attaque le C, le doublet se rabat sur le O, on a formation de l'alcoolate magnésien mixte que l'on hydrolyse et on obtient un acide carboxylique plus HOMgBr. Voilà, donc du coup on a vu que cette addition nucléophile, elle pouvait se faire sur des dérivés carboniés,
mais elle peut aussi se faire sur des esters ou des chlorures d'acide, mais la réaction est un petit peu différente. Donc en fait, on va avoir toujours un organomagnésium plus donc un ester ou un chlorure d'acide. Le mécanisme est toujours le même. Donc ça, il faut que vous reteniez ce mécanisme-là. Le R delta- attaque le C delta+. Comme il ne peut pas être pentavalent, le doublet se rabat sur le O. On a formation d'un alcoolate magnésium mixte. La grosse différence ici, c'est qu'on a un groupement OR2 qui est un bon groupement partant. Donc en fait, au lieu d'une hydrolyse en milieu acide, on va avoir un réarrangement, c'est-à-dire que le doublet va se rabattre et va permettre au OR2 de partir. Donc on va obtenir un dérivé carbonylé plus R2OMGX. Donc ici on obtient bien un dérivé carbonylé, mais c'est pas ce qu'on veut dans la réaction. Donc du coup on va faire réagir un deuxième équivalent d'organomagnésiens, et en fait on va reproduire la réaction que l'on a vue dans un premier temps, donc c'est-à-dire l'addition nucléophile sur un dérivé carbonylé. Donc du coup, hop, on repart de notre organomagnésium plus le dérivé carbonylé. Le R delta- attaque le C delta+ du composé avec lequel il réagit. Le doublet se rabat sur le O. On obtient un alcoolate magnésium mixte que l'on hydrolyse en milieu acide, et donc on va obtenir un alcool plus HOMGX. La particularité de cet alcool, c'est qu'il a deux groupements R identiques, puisqu'on est parti de deux organomagnésiens avec un groupement R identique. Donc du coup, l'alcool se retrouve lui-même avec deux groupements R identiques. Si on fait donc un bilan de la réaction, on a deux équivalents d'organomagnésiens qui réagissent avec un ester ou un chlorure d'acide, une molécule d'eau pour l'hydrolyse en milieu acide toujours, et on va obtenir un alcool plus, donc on a un demi de MgX2 plus un demi de MgOH2 pour le deuxième équivalent d'organomagnésiens, et pour le premier équivalent d'organomagnésiens, si vous vous souvenez bien, le reste était donc R2OMGX. Donc ce R2OMGX, si on le fait réagir avec une molécule d'eau, on va s'apercevoir que ça fait aussi un demi de MgX2 plus un demi de MgOH2. Et en fait, c'est logique, comme on utilise deux équivalents d'organomagnésiens, on va avoir deux fois le reste de ce qu'on a l'habitude d'avoir pour un équivalent d'organomagnésiens. Donc du coup, en faisant réagir deux équivalents d'organomagnésiens avec un chlorure d'acide ou un ester, on obtient cette fois un alcool tertiaire. Voilà, donc j'espère que ces petites vidéos vous auront été utiles, que vous aurez un petit peu mieux compris ce cours. En tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le forum, on sera toujours là pour y répondre. Et puis nous, on vous souhaite bon courage pour ces révisions et on vous fait des gros bisous.